Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons tenter de comprendre comment réaliser ses premiers pas sur les marchés financiers. On va surtout se demander par quoi commencer. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer comment faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Avant qu'on rentre réellement dans le concret, un tout petit mot rapide sur cette fameuse F2IC. Quel est son rôle ? Alors le rôle de la F2IC, c'est de développer l'actionnaire individuel, d'œuvrer en fait au financement du monde réel et de l'entreprise par les actionnaires individuels. D'accord. Donc il est important en fait qu'elle représente ces actionnaires et qu'elle les mette en contact. En fait, c'est un peu une passerelle entre les sociétés cotées, l'investissement en général et les actionnaires individuels. Et là, on va se concentrer justement sur les actionnaires individuels. Quelles questions ils doivent se poser justement pour investir ? Parce qu'on peut peut-être rappeler quand même rapidement le mécanisme. On investit sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers sont une source de financement pour les entreprises. Oui, l'entreprise, en fait, quand elle a besoin de fonds, elle a plusieurs options. Une des options, c'est sa banque traditionnelle. Et une option, c'est aussi les marchés financiers. Une entreprise qui veut se développer, racheter des locaux, racheter d'autres entreprises, se développer à l'international, va pouvoir émettre des actions qui seront souscrites par des actionnaires individuels. Ensuite, charge à l'épargnant de faire sa sélection en fonction des contraintes ou des valeurs qu'il pourra se fixer. Concrètement, quand on est un futur investisseur, on en est encore au stade de l'épargnant, on a un peu d'argent de côté, on a envie de l'investir sur les marchés financiers, mais on ne sait pas du tout par quoi commencer. On est juste convaincu du modèle théorique et on ne sait pas par quoi commencer. Déjà, est-ce qu'il y a un montant qu'on peut définir ? Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser avant même de venir sur le montant ? Alors, la première chose, c'est de s'assurer qu'on a un profil d'investisseur. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas le profil de l'actionnaire individuel. Donc, il faut s'assurer déjà qu'on va investir de l'argent dont on n'a pas besoin. D'accord. Donc, si on a de l'argent pour ses vacances dans 6 mois, non, c'est pas pour la bourse. D'accord. Je cherche autre chose. On va se poser la question de est-ce que j'ai déjà un matelas de protection pour investir avant d'avoir un investissement en bourse. D'accord. Par exemple, on a des moments où des personnes nous appellent en nous disant j'ai un chèque, je viens d'être licencié, je veux l'investir en bourse. On dit non, c'est pas ça. Ça, c'est le matelas. Ça, Voilà. c'est de l'argent dont vous allez avoir besoin. C'est le matelas de sécurité dont la personne va avoir besoin. Elle investit des fonds qu'elle sait pouvoir perdre ou qu'elle sait pouvoir être bloquée pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans. D'accord. Puisque, rappelons-le, l'investissement en bourse est un investissement long terme. Forcément. Voilà. Alors, si on veut gagner de l'argent en bourse, on ne fait pas du court terme. D'accord. Parce que le court terme, c'est très à risque. En fait, vous allez acheter, imaginez quelqu'un qui, au mois de janvier, aurait acheté des actions, au mois de janvier 2022. La guerre arrivant en février, il a besoin de son argent en mars. Voilà. Il n'a plus effectivement le même montant sur son portefeuille. Il n'a plus le même montant, il a pu voir son portefeuille dévisser de 10 à 20 à 30%. Voilà, donc l'important dans l'investissement boursier, c'est la régularité de l'investissement. Ce n'est pas d'investir 10 000 € tout de suite, c'est d'investir tous les mois une somme régulière, parce qu'ainsi cette somme, vous allez l'investir au fur et à mesure sur des titres, mais vous n'allez jamais être au plus haut de marché ou au plus bas de marché. Donc la régularité d'investissement, c'est ce qui paye en fait sur la bourse au sens large. D'accord, parce qu'on permet du coup de bénéficier de conditions de marché différentes à chaque fois qu'on investit. Donc je reviens sur le profil d'investisseur. Vous nous avez parlé donc de l'horizon d'investissement, de son appétence au risque également. Son appétence au risque, quelle partie il est prêt à perdre. D'accord. Alors une chose qui est importante de se demander, c'est par exemple l'âge de la personne. Quelqu'un qui va juste être à la retraite dans 2 ans va pas avoir le même profil d'investissement que quelqu'un qui vient de commencer sur le marché du travail et qui va commencer à investir pour 40 ans. D'accord. Donc ça, c'est une chose très importante à noter. Après, l'objectif d'investissement. Quelqu'un qui va aller à la retraite bientôt va peut-être avoir une recherche de rendement. D'accord. Donc il va regarder des titres qui délivrent en fait du dividende régulièrement pour avoir un complément de revenu. Parce qu'il faut voir que pour les actions, le mode de rendement d'une action, vous avez le prix de l'action. Donc ça, c'est qui peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Si ça fluctue à la hausse, c'est une plus-value, à la baisse, une moins-value. Et vous avez le dividende versé par les sociétés tous les ans. Voilà. Donc, alors, toutes les sociétés ne versent pas de dividendes. Donc, il y a des choses. Quelqu'un qui va aller à la retraite, qui va rechercher un rendement régulier, il ne va pas aller sur de la tech ou il ne va pas aller sur des valeurs santé qui sont en recherche et développement de façon importante. Parce qu'elles ne distribuent pas de dividendes. Voilà, elles ne distribuent pas de dividendes. Donc, il y a des secteurs quand on regarde les entreprises, il faut regarder si elles distribuent ou non un dividende. Voilà. Alors, si vous voulez un investissement avec du rendement, vous allez
c'est un facteur à prendre en compte. D'accord. Après, si vous êtes un jeune investisseur qui investissez pour préparer votre retraite et vous voulez capitaliser, c'est pas forcément le facteur que vous allez mettre en avant. Parce que vous allez peut-être rechercher la pépite qui maintenant est une small et mid cap, une petite ou moyenne valeur, et qui va se développer et devenir un leader de son marché. Donc il faut se connaître son appétence au risque, savoir sur combien de temps on investit et savoir pourquoi on investit. Voilà, c'est la première des questions à se poser. D'accord. Et ne pas se dire j'investis pour gagner le maximum possible. Non, il faut ça, vraiment c'est pas se une poser la réponse. question. D'accord. C'est pas une réponse. Tout le monde veut gagner le maximum en prenant un minimum de risque. Mais il faut savoir qu'à rendement élevé, il y a obligatoirement un risque élevé. On ne peut pas, si quelqu'un vous propose un jour un placement à capital garanti qui fait du 10% par mois, c'est un escroc. D'accord. Donc, en l'occurrence, non, mais que les choses soient claires. Voilà, que les choses soient claires. Il faut le dire clairement, il n'y a pas de rendement élevé sur des choses non à risque. D'accord. Voilà. Et le produit action, s'il est à risque, ce qui lisse le risque, c'est la durée de l'investissement et la régularité. Donc mieux vaut investir... Parce qu'investir longtemps sur quelque chose de risqué, ça permet de réduire le risque? Non, ça permet de le lisser, c'est pas la même chose. Ça lisse le risque. C'est-à-dire que là, vous avez du temps pour que l'investissement... Parce qu'il faut rappeler que si votre investissement perd 50% demain, c'est pas plus 50% qu'il faut faire, c'est plus 100% pour Bien sûr, il faut récupérer la valeur initiale et après, imaginez potentiellement aller chercher un petit peu de rendement ou de performance sur le titre en question. Alors, je reviens sur ma question initiale. Est-ce qu'on est capable de définir aujourd'hui un montant minimum avec lequel il faut aller sur les marchés financiers? Alors après, ce qui va déterminer le montant minimum, c'est ce en quoi vous allez pouvoir investir vos fonds. Si vous avez 45 € et que vous devez acheter une action, le prix va vous arrêter. Parce que derrière, vous allez avoir un coût de l'achat qui va être important. Si vous avez peu de fonds, peut-être que vous allez vous tourner vers des produits comme les ETF, les ETP, Exchange Traded Fund. C'est des fonds gérés de façon passive où vous allez investir dans des fonds qui vont répliquer le panier d'indices CAC 40, par exemple. Les 40 plus fortes capitalisations de la bourse française. Donc là, en fait, on ne choisit pas, on va vers des produits financiers qui répliquent les performances d'un secteur d'activité ou d'un secteur géographique. Alors, il y a des ETF sur toutes thématiques. Vous pouvez avoir des ETF sur de l'investissement à impact, puisqu'on parle beaucoup d'investissement qui a du sens. Vous pouvez avoir envie de vous exposer au risque en Inde. Vous avez envie de travailler d'avoir un petit... Parce que quand vous allez chercher un investissement de diversification, vous pouvez aussi chercher de la performance. Et si vous dites que l'Inde a beaucoup d'avenir et que derrière va se développer énormément, que c'est un marché émergent à regarder, vous n'allez pas aller en Inde acheter des actions indiennes. Justement, je m'appuie sur cet exemple, puisque là, on s'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas encore investi sur les marchés financiers ou qui se posent des questions. On parle de diversification, on parle d'aller s'exposer à du risque en Inde. Déjà, ça peut faire peur à quelqu'un qui se demande ce qu'il va faire avec son compte épargne quelque part. La personne qui va commencer, d'abord, elle va commencer par regarder le marché domestique. Alors, on a la chance en France d'avoir le CAC 40, qui en plus ne sont pas des actions totalement domestiques, puisqu'on sait que tous les revenus des 40 plus fortes valeurs sont réalisés à l'étranger, à l'international. Ce sont des multinationales. Voilà, vous avez Danone, L'Oréal, LVMH, ils ne font pas leur chiffre d'affaires en France. Ils font une partie de leur chiffre d'affaires en France, entre 8% pour Danone, 30% pour L'Oréal. En Europe, 30% pour L'Oréal en Europe, mais en l'occurrence, ce sont des sociétés qui sont déjà exposées au niveau international. Donc déjà, quand vous avez la chance de pouvoir choisir dans ces sociétés-là, vous êtes à la fois exposé sur des sociétés françaises, mais sur des sociétés qui sont présentes dans le monde entier. Donc vous minimisez aussi votre risque. Parce que c'est des investissements qui sont déjà diversifiés par nature, ou en tout cas qui sont dépendants de différents contextes géographiques. Oui, parce que quand vous avez une société qui fait son chiffre d'affaires un tiers en Asie, un tiers aux États-Unis, un tiers en France, tous les marchés ne vont pas s'effondrer de la même façon en même temps. Donc, du coup, ça va soutenir un petit peu la valeur de l'action. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, si vous vous orientez, vous êtes novice, vous avez envie de commencer, vous commencez par regarder ces valeurs-là. C'est des valeurs qu'on appelle gentiment de fonds de portefeuille. Voilà, des valeurs un peu, entre guillemets, père de famille. On va vers père de famille, ça veut dire avec un peu moins de risque, mais un peu moins de rendement, du coup. Voilà, un peu moins de risque, donc un peu moins de rendement. Ça veut dire qu'en période haussière, elles ne vont pas aller aussi vite que des petites valeurs, des petites valeurs ou des valeurs moyennes, mais elles vont être plus régulières et plus protégées. Donc, quand on a tendance à commencer, on va commencer par ces types de valeurs. Après, j'entendais que beaucoup de jeunes s'intéressent à la tech, au medtech, tout ce qui est les valeurs techno. Alors, il faut faire attention aux effets de mode, mais on peut avoir envie d'avoir un petit effet booster dans son portefeuille. C'est-à-dire que là, j'ai investi dans le CAC 40, dans des valeurs traditionnelles. Maintenant, j'ai envie d'avoir un petit
un petit coup de punch. Qu'est-ce qui va donner ce qu'on appelle les valeurs de croissance pour le coup, voilà, qui progressent dans un marché haussier qui, normalement, si tout va bien, parce qu'il faut toujours prendre des pincettes, peuvent progresser un peu plus que le marché. Voilà, peuvent progresser un peu plus. Vous espérez toujours trouver la pépite, trouver le Apple de demain qui va être... Alors, on aimerait bien français, mais on a peu de chance. Mais en l'occurrence, trouver la pépite qui va devenir le leader de son marché demain. Et du coup, vous allez voir des petites et moyennes valeurs qui, elles, en période haussière, augmentent beaucoup plus vite, leur cours progresse beaucoup plus vite, mais malheureusement en période baissière, le cours s'effondre beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Alors la liquidité... Oui, alors qu'est-ce que c'est? Et on reviendra sur la diversification après, mais alors la liquidité, bien sûr. Alors la liquidité, c'est une chose importante, c'est la possibilité que vous avez de vendre ou d'acheter votre action facilement sur le marché. Ça, c'est très important de rappeler quand même, effectivement, que quand on va sur les marchés financiers, on achète une action. Mais on achète une action à quelqu'un qui la possède. Voilà. Le broker ou la plateforme sur laquelle on passe n'a pas des actions en stock pour vous les vendre et ensuite vous les racheter sur le problème. C'est que si vous voulez les revendre, c'est qu'en fait vous allez l'acheter à un autre investisseur. Voilà, vous avez une fourchette acheteur-vendeur. Vous voulez sans doute vendre votre titre à 20 et en face, il y a un acheteur à 5. D'accord. Et c'est la rencontre entre ce 20 et ce 5 où à un moment, quelqu'un va faire un effort d'un côté ou l'autre qui va faire que la demande et l'offre se rencontrent et qui va faire une cotation. Donc ça, c'est important parce que dans des valeurs plus petites où il y a moins en fait, de liquidité, où il y a moins d'offres et de demandes, vous pouvez avoir des fourchettes très larges. Et du coup, vous, si vous avez envie de vendre votre titre, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et vous pouvez être amené, vous, à être obligé de le vendre à 7 alors que vous vouliez le vendre à 20. Ça peut arriver, parce que là on parlait de valeurs du CAC 40, donc effectivement elles sont cotées, l'appellation c'est qu'elles cotent en continu, donc en fait on peut toute la journée, du moment que la bourse est ouverte, échanger des actions. Ça peut arriver qu'il y ait des valeurs où il n'y ait pas suffisamment de volume ou suffisamment de liquidité de l'action pour ne pas pouvoir l'acheter ou la vendre tout de suite. Alors vous avez des cotations au fixing aussi qui se font, où il y a des valeurs qui peuvent être cotées 2 fois par jour. Mais on ne va pas rentrer dans la définition du fixing, mais donc elles sont cotées 2 fois par jour. Voilà, elles sont cotées 2 fois par jour, mais vous pouvez avoir, même dans les valeurs cotées en continu, pas assez de volume. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir de trade, ne pas avoir de transactions sur la journée. Parce que je veux vendre mon action, mais personne ne veut l'acheter. Vous voulez la vendre, personne ne veut l'acheter. Et en face, personne ne veut faire un pas l'un vers l'autre. Et du coup, vous allez avoir ce titre sur les bras aussi longtemps que vous rencontrerez pas de demande en face de vous. Donc, il faut regarder la liquidité d'une action. C'est important, bien sûr. Alors, la liquidité, et quand vous allez sur des valeurs moyennes et des petites valeurs, une chose que vous pouvez regarder qui se voit très facilement, c'est dans la répartition de l'actionnariat de cette valeur. D'accord. Il y a toujours des graphiques de répartition chez les courtiers en ligne. Vous pouvez voir qui détient cette valeur. Si vous avez des fonds qui ont 10 à 20% de la valeur, alors je parle de petites valeurs, dans le cas de petites valeurs, vous avez des sociétés de gestion ou des sociétés qui ont 10% ou 20% de la valeur, c'est important de le savoir parce que si cette société de gestion, elle décide de vendre la valeur, elle ne va pas forcément travailler son ordre sur plusieurs jours, elle va peut-être vendre la totalité de ses titres, qui peut entraîner une chute brutale. Et du coup, sur les petites et moyennes valeurs, la chute peut être beaucoup plus brutale. Par contre, les petites et moyennes valeurs sont très aimées des actionnaires individuels pour une raison très simple, de la même façon que les introductions en bourse, parce qu'en face de vous, vous avez souvent des gens qui ont créé l'entreprise. Des fondateurs sont impliqués financièrement. Et donc, il y a cette confiance qui s'instaure quand il y a une intro en bourse. Donc, on investit dans une entreprise, mais dans une équipe dirigeante. Dans une équipe dirigeante stable qui a créé le projet, qui investit financièrement aussi. Et ça vaut de l'or parce que ça veut dire que pour l'investisseur, pour l'actionnaire, cette personne ne peut aller que dans votre sens parce qu'elle est investie, elle a les mêmes intérêts que vous et les intérêts se rencontrent. Donc, ça, c'est très important parce que ça explique 30% quand on a des introductions en bourse, à peu près sur les introductions en bourse qui sont proposées aux particuliers, 30% sont souscrites par des particuliers. Parce qu'il y a aussi une facilité à comprendre le modèle. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas face à des créations de sociétés, vous êtes face à un modèle économique simple, ce n'est pas une holding en face de vous. Si vous comprenez le métier, l'équipe dirigeante, c'est relativement simple. Alors, on a quand même utilisé un terme tout à l'heure que j'aimerais définir pour les gens qui nous écoutent, c'est la diversification. Alors, la diversification, ça peut prendre plein de formes différentes, mais l'idée, globalement, c'est de ne pas investir tout au même endroit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, pour justement se prémunir contre des effets de marché haussiers ou baissiers. Alors la première chose, parce qu'on parlait des techs tout à l'heure, c'est la diversification au niveau sectoriel. D'accord. C'est-à-dire que si vous avez tout votre portefeuille sur les valeurs tech ou que vous aviez tout votre portefeuille sur les valeurs tech il y a 6 mois,
vous êtes malheureux aujourd'hui. Si derrière, vous avez une partie dans le luxe, une partie dans la santé, une partie dans l'industrie, derrière, ça lisse ce risque aussi, parce que tous les secteurs d'activité ne réagissent pas de la même façon au cycle économique. Parce qu'il faut quand même expliquer qu'on connaît les grands indices en bourse, mais les grands indices, quand un grand indice monte, ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité et que toutes les entreprises montent. Après, il y a une réalité par secteur d'activité aussi. Voilà, par secteur, il y a des secteurs qui vont mieux réagir en cas d'effondrement des marchés, parce que c'est des secteurs défensifs. Et puis, il y a des secteurs plutôt de croissance qui, effectivement, vont, en période haussière, très bien performer. Donc ça, c'est la première chose, c'est la sectorisation. Vous regardez. Alors, une chose simple, c'est que nous, on parle beaucoup de clubs d'investissement parce que les gens se réunissent entre eux. Et si, par exemple, vous avez 5 personnes qui travaillent dans 5 secteurs d'activité différents, chacun connaît son secteur d'activité, chacun sait qui est le leader dans son secteur d'activité. C'est ça qu'il faut regarder aussi un petit peu. Quand vous allez investir, vous allez choisir une entreprise qui va plutôt être leader quand vous allez débuter. Et puis après, vous pouvez vous dire, je vais diversifier en prenant quand même une petite entreprise sur une autre activité. Donc ça, c'est la diversification qui va être sectorielle. Après, vous avez la diversification géographique dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on parlait effectivement d'aller s'exposer en Inde potentiellement. Oui. Vous croyez en l'Inde, vous croyez à la renaissance du Brésil et vous avez envie d'aller sur ces marchés émergents, vous pouvez, mais vous n'allez pas acheter des titres sur le marché local où vous allez avoir du mal, sauf à lire l'hindi, sauf à lire le brésilien. Ça va être très compliqué. Donc dans ces cas-là, pour ce type de diversification, vous pouvez avoir accès à des produits comme des ETF qui répliquent des paniers d'actions sur l'Inde, sur différents pays émergents et même différentes thématiques. Une dernière question, parce que l'heure tourne et c'est important que les gens qui nous écoutent aient ça en tête. Donc là, on a donné un certain nombre d'éléments pour comprendre effectivement comment investir sur les marchés financiers quand on veut y faire ses premiers pas. Où est-ce qu'on se renseigne? Où est-ce qu'on s'informe quand on veut en savoir plus, quand on veut comprendre un petit peu? Alors, la chose étonnante, le premier élément alors, bien sûr, vous avez votre courtier en ligne. Chez votre courtier en ligne, vous avez pas mal d'informations. Vous avez ne serait-ce que cette fourchette acheteur-vendeur qu'on regarde, le nombre de transactions, des informations sur la société, qui sont les communiqués de presse de la société. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site de la société. La société cotée a toujours un espace investisseur, voire un espace actionnaire individuel, avec parfois même des clubs actionnaires dans lesquels vous pouvez vous inscrire si vous détenez certains fonds à un titre, ou même des comités d'actionnaires, qui sont un petit groupe d'actionnaires qui représentent l'actionnaire en général dans la société. Et derrière, vous avez directement le communiqué de presse de la société. Et vous pouvez vous y inscrire et vous recevez directement. Donc, si vous avez une dizaine de lignes, parce qu'on se dit diversifier, d'accord, mais au-delà de 10 lignes, c'est compliqué à suivre tout seul. Donc, si vous avez une dizaine de lignes, vous allez vous inscrire sur le site de la société pour recevoir les alertes ou les communiqués de presse. Et puis après, le niveau 2, la source secondaire, parce que la source primaire, c'est la société, la source secondaire, ça va être d'aller voir, en fait, la presse, d'aller lire la presse, d'aller voir chez les courtiers. Après, chose importante, on parle beaucoup des forums. Faites attention parce que si vous lisez une info sur un forum avec quelqu'un qui a un pseudo, c'est du même niveau que si vous ramassez un papier dans la rue et qu'il y a un conseil dessus. Vous ramassez un papier en rue, il faut acheter l'action X. A priori, si vous savez le papier dans la rue, vous ne le faites pas. Oui, on ne sait pas qui a donné le conseil, on ne sait pas pourquoi il a donné le conseil. Et chose étonnante, quand les gens voient des conseils sur les forums boursiers, ils ne se jettent pas à la poubelle. Alors que ça devrait être, parce que vous ne savez pas si la personne en face de vous est déjà investie et peut-être collée avec cette valeur et n'arrive pas à la vendre, ou si elle veut, elle vous donne une vraie information dont elle dispose. Donc attention à ce qui est écrit sur les forums, on finira là-dessus, Véronique. Et sur le site de l'F2IC, bien sûr. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Guisquet. Cordoliani, merci. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendance et Figures.